Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes 6 dernières lectures. Je crois que je n'ai jamais autant lu que depuis que je suis en congé maternité, donc j'ai l'impression que je ne vous ai jamais autant présenté de livres d'un coup. On va commencer tout de suite avec 3 livres que j'ai lus dans le cadre du challenge Cold Winter, donc un challenge qui s'est achevé fin janvier, et je suis très fière de pouvoir dire que cette année, je l'ai validé dans son intégralité. Alors, j'ai tout d'abord lu Le journal de Gertie, le tome 2 Paré pour l'hiver, écrit par Bertrand Santini et publié chez Sarbacane dans leur collection Pépix. C'est l'auteur et la maison d'édition qui m'ont très gentiment envoyé ce livre et j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Alors, c'est un livre très jeunesse que je conseillerais aux enfants à partir de 7-8 ans quand ils lisent déjà tout seuls mais qu'ils ont encore besoin que la police d'écriture soit grande, qu'il y ait des illustrations, que le texte ne soit pas trop long. Donc nous suivons Gertie, une petite chienne très malicieuse qui va passer ses vacances en Provence pour l'hiver en fait, et nous suivons ses tribulations pendant un mois, le mois de décembre en fait, jusqu'à Noël exactement. Et ce livre, comme son titre l'indique, se présente comme un journal. J'ai pas grand chose à en dire de plus, c'est vraiment un livre tout mignon. Vous n'avez pas besoin de lire le tome 1 pour comprendre ce qu'il se passe, c'est beaucoup d'humour. C'est un livre que je conseille à tous les jeunes petits lecteurs. J'ai ensuite lu L'Oiseau des Neiges de Tracy Rees, publié chez Presse de la Cité. C'est un livre que j'ai acheté un petit peu par hasard en voyant la couverture. Je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans le cadre du Challenge Cold Winter et bon, clairement, voilà, la couverture est magnifique et m'a donné très très envie de découvrir l'histoire. Alors l'histoire, c'est celle de Amy qui va être abandonnée à la naissance. Aurelia Wenaway, une jeune héritière, donc ça se passe en Angleterre pour un petit peu situer, va la trouver bébé dans la neige. À cette époque, Aurelia a 8 ans. Elle recueille le petit enfant, le ramène donc chez elle et oblige plus ou moins ses parents à garder l'enfant puisque les parents ne sont pas du tout ravis à l'idée d'accueillir ce bébé. Aurelia et Amy vont créer une solide amitié. Le roman commence véritablement des années plus tard lorsque Amy est sur le point de quitter le château. Elle a environ 17-18 ans et malheureusement Aurelia, qui était d'une santé fragile, est décédée. Amy évidemment n'a plus grand chose à faire à Hadville Court, sachant que les parents d'Aurelia n'ont jamais été très bienveillants envers elle. Elle décide donc de partir et juste avant elle se rend compte que Aurelia lui a en quelque sorte créé une sorte de chasse au trésor où elle doit un petit peu sillonner l'Angleterre à la recherche de lettres qui devraient dévoiler une partie de leur passé commun et également une partie de leur passé personnel. Moi, ce que j'en avais compris au vu du résumé, c'est que nous allions découvrir principalement les origines d'Amy, pourquoi elle a été abandonnée bébé. Et en fait, ça n'est pas du tout le cas puisque on va surtout s'intéresser à l'histoire d'Aurelia. Aurelia qui, lorsqu'elle apprend qu'elle est malade et qu'elle va mourir, décide de voyager, de partir et en fait tout le livre tourne autour de ce qui s'est un petit peu passé pendant que Aurelia était partie et avait laissé du coup Amy toute seule au château. Du coup, je dois dire que ce roman a été une petite déception parce qu'il n'était pas ce à quoi je m'attendais ni ce que j'espérais. Alors évidemment, l'histoire personnelle d'Aurelia est très très intéressante, mais j'ai été déçue puisque jusqu'au bout, j'espérais avoir une réelle explication quant à l'abandon d'Amy et finalement, cet abandon est expliqué en quelques lignes à la fin du roman. Donc du coup, c'est vrai que je m'attendais à autre chose, tout simplement. Au-delà de ça, j'ai trouvé que ce roman avait de nombreuses longueurs et je dois dire que je n'ai pas été franchement emballée par la plume de Tracy Rees. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la traduction, c'est une possibilité, mais en tous les cas, j'ai trouvé qu'elle n'était pas transcendante. Voilà, c'est pas mal écrit, mais elle ne m'a pas fait vibrer non plus. Donc, j'ai envie de vous dire, si ce livre vous tente, allez-y. J'ai pas envie de dire qu'il est mauvais, pas du tout. Simplement, ça n'a pas tellement fonctionné avec moi.
J'ai ensuite lu Flocons d'amour, un recueil de 3 nouvelles écrites par John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle, publié chez Hachette. Je vous mets la petite illustration, je n'ai plus le livre avec moi puisque je l'ai déjà rendu à la médiathèque où je l'avais emprunté. Je dois dire que cette lecture également a été une petite déception, j'en suis sortie très mitigée. J'ai trouvé que 2 nouvelles sur 3 étaient bâclées, pas forcément super bien écrites, pas crédibles pour un sou. Dans l'une, nous suivons une jeune fille qui trouve tout à fait normal de traverser une autoroute à pied et qui est très très surprise de découvrir que les trains ne fonctionnent plus à vapeur. Donc je me suis demandé mais dans quel monde elle vit. Dans l'autre nouvelle, celle de John Green, donc là j'ai été d'autant plus déçue parce que je sais qu'il est capable de beaucoup mieux, ayant lu et adoré Nos étoiles contraires. Donc dans cette nouvelle-là, nous suivons un groupe de jeunes garçons qui décident de quitter leur maison à minuit en pleine tempête de neige alors qu'il y a 30 cm d'épaisseur sur la route avec une voiture pour retrouver des pom-pom girls. J'ai trouvé que c'était d'une superficialité assez énorme, voilà, tout simplement. La troisième et dernière nouvelle, c'est celle qui m'a le plus plu, j'ai trouvé plus profonde, plus crédible. On part d'un chagrin d'amour. Je vais pas, rentrer dans les détails, mais en tous les cas, si je prends le livre dans son ensemble, je n'ai pas trouvé ça transcendant. Malgré tout, je dois quand même avouer que les auteurs ont fait un sacré effort pour imbriquer leurs nouvelles entre elles. On retrouve des personnages qui parfois sont principaux, parfois sont secondaires dans les 3 nouvelles. Toutes les 3 nouvelles se passent au même moment, dans la même ville. Et voilà, elles se croisent, elles se décroisent. Et j'ai trouvé que c'était vachement sympa, là, pour le coup, d'avoir créé un petit fil conducteur qui va permettre également le dénouement, en fait, de chaque nouvelle. Les unes les autres s'entraident, on va dire ça comme ça. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Mais sinon, je dois avouer que j'ai pas forcément envie de vous conseiller ce livre parce que je pense que dans la littérature ado, les romances foisonnent, voilà, tout simplement, et que je pense qu'on peut passer à côté de ce livre sans regret puisqu'il y en a plein d'autres qui sont bien meilleurs. Après des lectures assez mitigées, j'avais besoin d'une valeur sûre. Je me suis donc tournée vers une enquête d'Hercule Poirot, Le crime de l'Orient Express, écrit évidemment par Agatha Christie et publié chez Le Livre de Poche. Vous le savez peut-être, j'essaye de lire toutes les enquêtes d'Hercule Poirot dans l'ordre chronologique dans lequel Agatha Christie les a écrits. Je suis enfin arrivée à ce monument de la collection, puisque Le crime de l'Orient Express est quand même un des livres les plus connus de l'œuvre d'Agatha Christie, un des livres qui a eu le plus de succès. Je dois vous avouer que j'étais pas complètement sereine en commençant ce livre parce que du coup j'en attendais énormément et j'avais peur de pas être emballée autant que la plupart des gens, sachant que j'en ai déjà lu pas mal et que je commence à connaître un petit peu les trucs et astuces d'Agatha Christie. Non, heureusement, je n'ai pas été déçue, je vous le dis tout de suite, j'ai adoré cette histoire. Donc nous suivons Hercule Poirot qui était dans le Moyen-Orient pour régler une affaire. Il est rappelé d'urgence sur le continent, il va devoir prendre très rapidement un train et... Comme de par hasard, c'est vraiment pas de bol, il est toujours là où il faut pas, ou plutôt où il faut puisqu'il est détective, ça tombe bien. Il va y avoir un crime, donc un meurtre dans le compartiment de train où il dort. Il connaît bien Monsieur Bouc, qui est un des directeurs dans cette compagnie de train. Ce Monsieur Bouc va lui demander de mener l'enquête, évidemment. J'ai beaucoup aimé puisqu'il s'agit donc d'un huis clos, puisque nous sommes dans ce fameux train, l'Orient Express, pendant tout le temps de l'enquête. Un train qui est immobilisé par une tempête de neige. Donc voilà, ça rajoute un peu une atmosphère particulière. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on a vraiment l'impression que cette enquête dure sur un temps très court et j'ai parfois eu l'impression de lire un rapport de police quand Hercule Poirot reprend les faits un petit peu les uns après les autres pour nous aider à y voir plus clair. C'est plutôt sympa, de le voir interroger chaque personne qui occupe le compartiment en question. Tous les voyageurs donnent l'impression d'être à la fois super suspects et également très innocents. On est complètement baladé dans l'histoire. J'avoue que vers la fin, j'ai deviné où l'auteur voulait en venir, sans pour autant évidemment pouvoir expliquer tout le chemin parcouru, puisque comme d'habitude, c'est toujours assez difficile de réimbriquer le tout.
En tous les cas, même si voilà, je l'ai vu un petit peu venir, j'ai pas été déçue du tout parce qu'encore une fois, Agatha Christie a fait un choix risqué. Elle est partie dans quelque chose de très original et c'est ce que j'aime chez elle puisque chacune de ses enquêtes est unique, elle arrive à rajouter un élément nouveau. Elle part toujours dans autre chose, elle reste pas dans sa zone de confort et c'est vraiment super agréable. Je ne peux que vous le conseiller même si je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire qu'il faut lire ce livre. J'ai ensuite lu Lady Hélène le tome 1, Le Club des Mauvais Jours, écrit par Alison Goodman et publié chez Gallimard Jeunesse. Vous savez que ce livre me faisait de l'œil depuis un petit moment, je vous en ai longuement parlé dans d'autres vidéos. Je l'ai enfin lu et je dois dire que ça a été une bonne lecture mais pas le coup de cœur escompté. Alors, pour la petite histoire, nous suivons Hélène qui va faire son entrée dans la haute société. Elle va participer à un certain nombre de bals pour pouvoir se trouver un mari puisqu'elle a l'âge de se marier. Elle a 17 ans environ. Il me semble que dans les vidéos où je vous en avais déjà parlé, je vous disais que ce roman se passait à l'époque victorienne. Ce n'est pas le cas, ça se passe juste un petit peu avant. Hélène se rend compte que elle développe petit à petit des étranges pouvoirs et elle va découvrir également ce qu'est le Club des Mauvais Jours, qui est une sorte de police secrète qui combat dans l'ombre des démons. Elle va également faire la connaissance de Lord Carlston, qui est un homme très mystérieux et pas forcément très recommandable. Voilà pour le petit résumé, je crois que je vais pas en dire beaucoup plus, j'ai peur de vous dévoiler l'histoire en réalité si j'en dis plus. C'est bien ça. Le problème, je trouve, avec ce livre, c'est qu'il s'agit d'un gros pavé et on part sur des bases qui sont très intéressantes, mais je trouve que finalement l'auteur ne développe pas grand-chose. Ça va être une trilogie, donc je ne doute pas que nous aurons les informations en temps et en heure, mais j'aurais aimé quand même qu'elle nous en dise plus déjà dans ce tome-ci, qui là pour le coup est plus qu'introductif. On découvre pas mal d'éléments puisqu'il y a le développement des pouvoirs d'Hélène, il y a ce club des mauvais jours, on va parler d'alchimie, on va découvrir un petit peu le pouvoir des démons que ce club doit combattre, mais l'auteur ne rentre jamais dans le détail, on reste vraiment très en surface. Et je trouve que le tout va très lentement. J'étais un petit peu déçue de ce côté-là. C'est dommage parce que vraiment il y a de bonnes choses dans ce livre et on a envie d'en savoir plus. Mais du coup voilà, quand on a affaire à un pavé comme ça et que on finit le livre en se disant je ne sais presque rien, c'est un petit peu frustrant. Donc je pense que je vais lire la suite. Mais j'espère vraiment qu'elle sera à la hauteur et que surtout l'auteur nous en dira plus et j'espère qu'on sera plus dans l'action. Parce que vraiment, la lenteur dans ce livre, les longueurs m'ont beaucoup bloqué et ont fait que j'ai lu ce livre vraiment doucement. Du coup, je l'ai pas trouvé très addictif, en tout cas pas autant que je me l'étais imaginé. Au-delà de ça, c'est quand même bien écrit et puis j'ai envie de vous dire affaire à suivre. Pour finir avec ce bilan lecture, je vous présente 146 298 de Rachel Korenblit, publié chez Actes Sud Junior dans leur collection d'une seule voix. Ce livre n'est pas forcément présenté comme une nouvelle, mais je l'ai pris comme tel. C'est très court, je crois que ça fait 65 pages, et c'est un livre qui aborde la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup dans la littérature, et j'avais vraiment très envie de découvrir ce livre. L'histoire commence lorsque Elsa est chez le tatoueur et décide de se tatouer sur le bras ce chiffre, un chiffre qui figure également sur le bras de sa grand-mère. Vous l'aurez compris, sa grand-mère s'était retrouvée dans les camps de concentration et avait été donc marqué avec ce numéro. C'est un livre qui se lit d'un souffle, comme d'ailleurs l'annonce la collection, puisque la collection s'appelle D'une seule voix, et il est marqué des textes d'un seul souffle, des textes à dire, à partager avec soi et le monde. Effectivement, je pense que c'est un livre qui peut être très sympa à lire à voix haute. Ce n'est pas ce que j'ai fait, mais je pense que ça peut être vraiment très agréable. C'est un livre très poignant, donc c'est cette Elsa qui a toujours connu sa grand-mère avec ce tatouage, mais qui n'a jamais trop su ce qu'il signifiait jusqu'à ce qu'elle étudie les camps de concentration en 3e, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas au collège. C'est quelque chose qui va beaucoup la bouleverser. Elle comprend pas d'ailleurs pourquoi sa grand-mère lui en parle pas plus spontanément. Elle va mener son enquête, elle va essayer de tirer les vers du nez pour comprendre l'histoire passée de sa mamie, un passé évidemment très douloureux. J'ai trouvé que ce livre nous plonge vraiment
dans une sorte de réalité, parce que quand on suit l'histoire de cette mamie au moment de la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment l'impression d'y être. La relation grand-mère-petite-fille est très touchante, d'autant plus que lorsque Elsa décide de se faire tatouer, sa grand-mère est atteinte d'Alzheimer. C'est un livre qui se lit comme ça, et je vous le conseille si vous aussi vous aimez lire des livres qui abordent cette période historique particulièrement douloureuse. C'en est tout pour ce bilan lecture, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser en commentaire vos dernières lectures. N'hésitez pas à me dire si vous me les conseillez, si elles vous ont plu, si elles vous ont fait vibrer, rêver, que sais-je encore. Je voulais vous inviter également à me rejoindre sur le blog. Je dois dire que je ne sais pas du tout quand je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Vous le savez peut-être ou pas, mais j'arrive vers la fin de ma grossesse et je pense que je ne serai plus vraiment en mesure de filmer ces prochaines semaines. Je ne sais pas du tout comment va se passer la suite des choses, vous vous doutez bien que c'est tout nouveau pour moi. Par contre, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour moi de vous écrire des articles puisque j'espère continuer à lire, on va voir, comme dit c'est l'inconnu maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me voir sur le blog et n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu de mes nouvelles, puisque là ce sera quand même plus facile pour moi de communiquer avec vous. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos, vous le savez bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.